Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Quoi qu'on fasse, on en revient toujours au même point. L'art, sous toutes ses formes, cherche à nous faire changer notre regard. Et ce changement, il n'est pas anodin. À quel moment la frontière entre le virtuel et le réel se produit ? Pourquoi cela nous impacte ? Et surtout, pourquoi est-ce que l'on tient tant à ce que ça nous impacte ? Quand notre regard se pose sur tous ces pixels en mouvement, reproduisant ainsi les mêmes sensations éprouvées par le cinéma, on ne peut que se sentir piégé par la peine qui nous envahit de l'intérieur et celle du moment que nous sommes en train de vivre. Cette innocence qui disparaît sous nos yeux, c'est la nôtre. Ce qui n'était qu'un simple écart lors d'une séquence de gameplay peut devenir en un instant un des moments les plus cultes du jeu vidéo et marquant le début d'une nouvelle ère. Pourquoi ce changement ? Pourquoi ce sentiment d'appartenance aussi fort lié au virtuel ? Un jeu vidéo peut-il nous permettre de mieux comprendre notre rapport à tout ça ? Avec le temps, la technique s'est améliorée. La qualité d'écriture, tout comme l'immersion de la mise en scène, sont telles qu'on n'a plus l'impression de jouer à un jeu vidéo, mais de le vivre. Et si le cinéma peut changer notre regard sur le monde, qu'est-ce qui peut empêcher le jeu vidéo de faire pareil ? Pourquoi notre regard change ? Peut-être parce qu'il était temps qu'il change. Quand on repense aux premiers jeux auxquels on a joué durant notre enfance, on a tendance à penser à ceux qui nous ont profondément marqués par les nouveaux codes qu'ils ont instaurés, aussi bien sur le plan du gameplay que de l'immersion scénaristique. Quelle génération n'a pas été surpris par un Metal Gear Solid, un Heavy Rain ou encore un The Last of Us ? Pourtant, si je vous dis que pour moi, ma toute première expérience vidéoludique ne comportait ni soldats surentraînés chargés de sauver le monde, ni choix moraux devant redéfinir ma conception de la vie, ou bien ni violence, ni allusion au sexe, à la mort ou autre, vous aurez sans doute du mal à me croire. Mais mon apprentissage des jeux vidéo s'est fait de la même manière que mon rapport au cinéma, progressivement et en douceur. Aujourd'hui, il est clair que le jeu vidéo a pris une place importante dans ma vie, ne serait-ce que dû au fait qu'il a su combler beaucoup plus mes désirs que le cinéma ces dernières années. La démesure artistique de l'ambition de certaines de ces productions sont telles qu'elles éclipsent désormais très souvent les grosses productions hollywoodiennes. Mais de la même manière que j'ai été introduit au cinéma étant enfant par le biais de films d'animation pour toute la famille, c'est en 98 que je fus initié par ce qui allait être ma première véritable expérience vidéoludique. J'ai nommé Spyro le Dragon. Un jeu de plateforme se déroulant dans un univers féerique où l'on incarnait le plus jeune dragon de la portée, devant sauver tous les autres dragons victimes d'une terrible malédiction. Si le jeu n'avait clairement pas les qualités scénaristiques requises pour pouvoir façonner ce qui allait devenir plus tard mon amour pour les imaginaires fantastiques et épiques, le jeu possédait un bon sens du rythme, un côté feel-good qui n'était pas pour me déplaire à l'époque, et une figure iconique qui, sans être aussi fou qu'un Crash Bandicoot ou cool comme un Sonic, avait au moins le mérite de faire appel à un folklore plutôt parlant pour les jeunes de cette époque, à savoir les dragons. Hello. Ce ne sera que bien plus tard, notamment par le biais de la nouvelle génération de consoles, que les aventures de Spyro prendront un tournant plus ancré au niveau mythologique et prophétique, avec des personnages mieux construits et une histoire plus attrayante, du moins pour la nouvelle génération. Mais ceci, comme dirait l'autre, est une autre histoire. Évidemment, ce serait mentir de vous laisser croire que ce jeu, auquel j'ai passé des heures quand j'étais plus jeune, ait su m'apporter des moments de jeux vidéo aussi marquants que ceux que j'ai cités au début de la vidéo. Mais le fait est que ce jeu a été mon premier coup de cœur. J'adorais me balader à travers des royaumes de fantasy, combattre des ennemis et trouver les moyens d'obtenir tous les trésors que recelait chacun de ces mondes. Le tout en apportant la paix et l'équilibre grâce au pouvoir des flammes. Alors c'est sûr qu'il n'y avait pas vraiment de challenge pour moi à cette époque, ou très peu. Et d'un côté, ce n'était pas non plus ce que je recherchais.
Non pas qu'il soit impossible de prendre du plaisir face à des jeux plus exigeants, voire même prise de tête. Mais c'est pas ma came. Le propre même d'une expérience vidéoludique étant de nous placer au cœur des décisions de l'aventure en question. Un trait que le cinéma ne peut malheureusement pas atteindre, puisque se plaçant sous un point de vue de narration permanente, il nous est tout simplement impossible d'en profiter autrement. Le jeu vidéo, lui, nous laisse la possibilité, du moins la plupart du temps, de décider comment nous arriverons à la conclusion de notre aventure, qui elle, en revanche, est toute tracée. Si l'on nommait le fait qu'il n'y ait pas réellement de challenge dans un Spyro, et que par conséquent il s'agissait plus d'un moment de détente que d'un réel moment de réflexion, il est intéressant de souligner qu'à l'époque, le joueur que j'étais prenait déjà pleinement conscience qu'il n'était pas nécessaire de ramasser tous les joyaux dans chaque niveau pour pouvoir passer au suivant. Pas plus qu'il n'était nécessaire d'ailleurs de libérer tous les dragons prisonniers pour terminer le jeu. Si Spyro n'a clairement rien inventé dans le genre, il posait tout de même à sa manière, et comme beaucoup d'autres avant et après lui, les bases de ce qui deviendrait très vite le sel de beaucoup d'expériences vidéoludiques à venir. Celui du choix, mais pas n'importe lequel. Celui de comment on choisit de jouer. Car cela reste bien un choix de vouloir terminer à 100% le jeu auquel nous sommes en train de donner de notre temps si précieux, tout comme c'est un choix d'aller chercher le fameux easter egg caché pour notre propre satisfaction personnelle et par amour du jeu. Mais il est clair qu'il m'aura fallu un peu de temps avant de tomber sur le jeu qui allait me faire ressentir mes choix comme jamais. Non, parce que les joyaux c'est gentil, mais ça va 5 minutes. Car l'intérêt d'un choix dans un jeu vidéo, c'est bien celui de la conséquence qui en découlera. Si on tue des innocents dans un GTA, il est normal que la police débarque pour nous arrêter ou nous faire la peau, sinon on peut tirer sur n'importe qui sans aucune difficulté et sans se soucier de la santé de notre avatar. Avant d'appartenir à une logique d'immersion dans la diégèse du jeu, c'est avant tout une formidable idée de gameplay de permettre aux joueurs une grande liberté de mouvement dans ce monde, seulement à condition que ce monde, s'ils le souhaitent, puisse se défendre. Mais ce n'est qu'en 2004 que mon expérience vidéoludique prendra un tout nouveau sens. You were born to take up the challenge. From the very beginning, your life will be one of choices. J'ai beau chercher, je ne me rappelle pas d'un trailer de jeu vidéo m'ayant autant marqué que celui-ci à l'époque. Choose the path of honor or infamy. L'appel à l'aventure, la destinée héroïque, l'ambiance médiévale fantastique, les monstres, la musique, tout dans ce jeu semblait m'appeler. The future shaped by you. Fable. The power to become a legend. Fable fut littéralement ma première découverte avec ce genre que j'allais affectionner avec le plus grand soin dans les années à venir, le RPG. Narrant l'histoire de notre propre personnage, un jeune enfant formé pour devenir un héros, parcourant le monde fantastique d'Albion, combattant ses forces maléfiques, tout en évoluant en fonction de nos choix moraux, de l'expérience que l'on a acquis et de la personnalisation physique de notre propre avatar, qui elle aussi pouvait évoluer en fonction de nos choix. Si le jeu n'a pas transcendé le genre en lui-même, il rencontra un certain succès qui lui valut notamment une extension sortie sur PC et console l'année qui suivit celle de sa sortie, 2 suites officielles sur console ainsi qu'un remake HD sorti en 2014, et d'autres produits dont on oubliera leur existence étant donné qu'ils n'étaient pas très marquants. Et malgré tout ce qui entourait le développement du jeu et les promesses faites par l'un de ses créateurs, Peter, je survends mon jeu, molineux, les nouvelles mécaniques instaurées par Fable, notamment l'orientation morale du personnage et les modifications corporelles de notre héros par le biais de la vieillesse, des blessures ou du renforcement musculaire, pouvaient apporter à l'expérience vidéoludique un véritable sentiment d'évolution. Il était donc possible pour chacun de contrôler son personnage de l'aube de son enfance jusqu'à l'âge adulte. La possibilité de choisir les quêtes qui nous étaient proposées, tout comme la conclusion de celle-ci, permettait de renforcer l'immersion dans l'univers du jeu, tout comme les conséquences qui en découlaient, qui pouvaient avoir un impact sur notre façon de jouer. Si on se comportait comme une raclure, alors les gens nous maudissaient et fuyaient devant nous. A l'inverse que si nous étions bienveillants et boy scouts, le peuple nous acclamait et pouvait tomber amoureux de nous. Des possibilités aussi riches qui ont transformé mon expérience de jeu en une véritable aventure qui m'a bercé pendant plusieurs temps, et qui en découlera d'une irréversible attirance pour d'autres titres similaires, encore plus riches et plus immersifs. What are you doing? Killing monsters. La première chose qui m'avait séduit à l'époque, quand j'avais découvert le jeu, c'était naturellement la thématique du choix et des conséquences qui était le plus appuyée dans le jeu. Certes, aujourd'hui, ça paraît un peu dépassé et pas très représentatif des standards actuels des RPG,
Mais en l'état, ça fonctionnait plutôt pas mal à l'époque. En tant que joueur, nous avions la possibilité de décider du devenir de certains éléments du jeu, du sort que l'on pouvait réserver à certains personnages, et de notre place vis-à-vis du monde qui nous entourait. Des petites choses qui faisaient leur effet mais qui manquaient cruellement d'impact, surtout quand on prenait en compte les innombrables possibilités qui auraient pu découler de certains de nos choix, mais qui au final paraissent aujourd'hui ne pas en avoir autant que comment on nous les avait vendus. A noter que de ce côté-là, les suites du jeu apporteront leur lot d'idées et d'optimisation sur ces points-là qui seront les bienvenus, mais qui perdront malheureusement pour chacun également du charme de leurs prédécesseurs sur d'autres de ces mêmes points. Mais c'est en me laissant absorber par l'ambiance et l'histoire du jeu que je me rendis compte du facteur principal qui me captiva autant à l'époque, celle de ses influences. Sans chercher à établir la moindre connexion directe, il y avait dans Fable des parallèles cinématographiques qui ne me laissaient pas indifférent. Et au même titre qu'un Metal Gear Solid et de sa structure scénaristique digne des meilleurs films hollywoodiens, celle de Fable, sans être bien sûr comparable, empruntait à des œuvres qui, pour le coup, sonnaient plutôt juste vis-à-vis du style qu'il empruntait. Par exemple, si je vous dis un enfant muet vivant dans son village en parfaite insouciance, qui est témoin du massacre de celui-ci par une horde de bandits dont sa famille morte sous ses yeux, qui sera entraîné et formé pour devenir un futur puissant guerrier, qui cherchera vengeance, qui se la jouera gladiateur, qui ne rencontrera aucune barrière morale à ses agissements, qui sera lié à un destin beaucoup plus important que lui-même, qui sauvera le monde de la menace d'un puissant guerrier mystique voulant instaurer un nouvel ordre mondial et qui s'avéra être par la même occasion le meneur du massacre de son village, le tout en devenant une légende à travers les âges, tout en s'en prenant à des animaux innocents. Clairement, il y a de l'influence comme je l'aime dans ce jeu, et si je l'ai tant aimé, c'est sans doute pour ça. It's your blood next. Then I will make this world burn. Mais pas que. Et c'est quelque part là tout l'intérêt d'un jeu comme Fable, puisqu'en me mettant dans la peau d'un personnage confronté à une aventure codée faisant écho à d'autres itérations de la fantasy, j'aborde donc la possibilité de vivre le même type d'aventure, mais en y intégrant mon point de vue. Un point de vue qui forcément se base sur ma propre conception des choses, mes propres désirs et mon propre rapport à ce genre d'univers. Dans un jeu vidéo, on est actif, on réagit en fonction de tout ce qui se passe, et pour peu que le jeu nous autorise à agir comme bon nous semble, c'est comme si on créait notre propre histoire avec ses propres possibilités. Et c'est bien là, à mon sens, tout le cœur de la possibilité que nous offrent les jeux vidéo. Choisir d'agir à contresens de nos propres valeurs, ou par simple curiosité morbide, ne fait pas de nous des personnes agissant sans la moindre logique, car il y a toujours une forme de logique derrière un choix. Même derrière les plus stupides. Enfin, presque. Questionner nos actions dans un jeu vidéo, c'est pas forcément le genre de choses auxquelles on pense quand on se lance dans une partie. Pouvoir être à la place d'un personnage aux facultés extraordinaires peut relever tout simplement du fantasme. Mais prendre partie même de cette aventure, tomber amoureux d'un personnage de fiction, je veux dire littéralement tomber amoureux, ou bien éprouver de la peine au point de refuser de faire la moindre action à l'encontre d'un autre personnage. Qu'est-ce que cela traduit ? Notre attachement ? La qualité d'écriture ? Ça me paraît évident. Mais au-delà de ça, n'y a-t-il pas un vrai sens auquel on cherche à donner à nos actions en tant que joueur ? Quand je jouais à Mass Effect, j'ai choisi de tomber amoureux de Liara, j'ai choisi de la tromper avec Miranda, et j'ai choisi de sauver la galaxie en détruisant les machines pour de bon. Et tout ça, je l'ai fait en prenant en compte que le jeu cherche avant tout à me plonger dans une histoire qui possède son introduction et sa conclusion. Mais tout ce qui pouvait découler du reste, c'est moi qui l'ai choisi. Not this time, you militant. Dans un jeu, on choisit d'agir. Notre rapport au virtuel est tel qu'on triche selon comment on joue pour pouvoir accéder à ce qu'on convoite, en améliorant nos facultés, en gagnant de l'expérience qu'on dépense pour faciliter notre avancée, en sauvegardant à un point clé pour pouvoir y revenir si on échoue, en faisant des choix qui nous arrangent nous, mais qui nous révèlent aussi qui nous sommes, ou du moins qui on aimerait être. I warned you. Faire un choix dans un jeu vidéo, ce n'est jamais anodin. Ça a toujours une conséquence, comme dans la vraie vie. Un film, lui, a une ligne directrice, et il s'y tient. Mais le jeu vidéo, lui, nous propose une alternative. Même sans réelle conséquence à son déroulé, on peut être touché par un choix, tout comme on peut être touché par une tournure scénaristique au cinéma. Et très étrangement, c'est quand je jouais à Fable que je me suis rendu compte de l'impact réel de la notion de choix à travers un jeu vidéo, et surtout en quoi ça me travaillait.
Quand j'ai assisté à cette scène pour la première fois, ou après avoir appris que notre mentor, Maz, qui nous avait sauvés et entraînés durant notre enfance, n'était en fait qu'un traître travaillant sous les ordres de notre ennemi, j'étais tout simplement scotché par ce que le jeu cherchait à me dire à ce moment-là. And it'll be too late. They'll be trying to stop him. None of them can. Oh. You want to know why I did it, don't you? I suppose I'm just an old coward boy. We don't all embrace death easily. For some of us, the only quest, is to escape death, whatever the cost. And it looks like I failed. Dans un jeu où la possibilité de choisir nous est offerte dès le début, avec une notion de conséquence derrière aussi présente, en tant que joueur, on ne se soucie pas réellement de l'impact final que cela peut signifier. Mais entendre Maz, dans son dernier souffle, nous rappeler à nous, en tant que joueurs, qu'il y a toujours une finalité à nos choix et qu'elle est inévitable, ça m'avait vraiment secoué à l'époque. Un jeu vidéo basé sur les choix et ses conséquences et qui me rappelle que je ne peux faire aucun choix vis-à-vis de cette conséquence qu'est la fin. Ou comment rendre nos actions en tant que joueurs futiles et virtuelles. Il aurait été intéressant de laisser aux joueurs la possibilité de tuer Maz ou non pour appuyer encore plus le propos du jeu. Seulement, j'aime à me dire que certains des moments les plus marquants de nos aventures font partie des choses qu'on ne peut pas contrôler, ni avoir d'impact dessus. Un rappel à l'ordre qui n'en demeure pas pour autant un non-sens non plus. Avec le temps, le jeu vidéo s'est permis plus de choses que le cinéma ne pourra sans doute plus jamais se permettre. Je ne parle pas forcément de réflexion, mais plutôt d'ambition. Aujourd'hui, le jeu vidéo transcende même les techniques du cinéma telles qu'on les connaît. Plus spectaculaire, plus dramatique, plus viscéral. C'est triste de se dire qu'à l'époque dans laquelle nous vivons, il est presque impossible pour certains films d'égaler le quart du plaisir que peut nous procurer une simple scène de jeu vidéo. Mais en réalité, peu importe qui est le plus efficace dans sa démarche, ou qui ose le plus à chambouler les standards établis par son support. L'appartenance que l'on se fait aux univers des jeux vidéo et à leur genre, pour moi, c'est ce qui traduit de façon plus qu'évidente notre rapport à ces œuvres. Au même titre que le cinéma peut nous transcender s'il sait comment nous parler, je pense que le jeu vidéo peut réussir à faire de même par le biais de choix. À quel moment un jeu vidéo cesse d'en être un ? À quel moment laisse-t-il sa place pour devenir autre chose ? Je n'ai pas la réponse à cette question, pour la simple et unique raison que chacun vit son expérience à sa manière. Si j'ai été retourné par le monologue final d'un Conker, je n'ai pas forcément été ému par la mort d'une Aerys. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les choix qui m'ont été offerts pour faire vivre ces aventures n'avaient plus du tout le même sens à mes yeux. Jouer à un jeu, c'est chercher à le conformer à nos décisions. C'est chercher à le mettre en échec. Ce sont nos choix qui déterminent notre immersion dans le virtuel, et ce sont également nos choix qui façonnent l'âme de ces univers virtuels. Seulement voilà, le jeu vidéo n'oubliera jamais de nous rappeler que le virtuel n'est rien d'autre qu'une illusion. Une illusion de choix auquel on a choisi de croire. I love you. Car quelque part, ces choix, ce sont eux qui nous définissent, et qui définissent la qualité et le sens qu'on donne à nos expériences, qui définissent notre persévérance, nos fantasmes, nos illusions de grandeur, notre sauvagerie cachée, ou bien même notre héroïsme refoulé. Peut-être qu'un jeu vidéo cesse d'en être un, au moment où l'on accepte que nos choix n'ont pas d'importance. Mais que ce qui compte réellement, c'est de comprendre pourquoi on les a faits. Et surtout pourquoi ils nous ont changés.
That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Bienvenue sur Terre, salope. This